Ok, il va falloir que je sois rapide dans cette intro, on a pas mal de choses à se dire. Bonjour à tous, d'abord bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Un format qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. J'ai ma pile de bouquins que j'ai lus ces dernières semaines et dont je ne vous ai pas encore parlé en vidéo. On va pouvoir faire ça. Juste avant, je vous mets un petit peu à contribution. Voilà. Pour deux choses. La première, rappelez-vous l'été dernier, même jusqu'à l'année dernière, on faisait un concept qui consistait à répondre à une de vos questions à chaque début de vidéo. J'aimerais bien remettre ça en place pour les quelques semaines là, qui nous restent avant la fin de l'été. N'hésitez pas donc, si vous avez une question sur n'importe quel sujet, à le mettre dans les commentaires. Je choisirai le commentaire, je le ferai apparaître en vidéo et j'y répondrai en introduction de la vidéo. J'espère que ça vous chauffe. Vous avez été 2-3 à me proposer, à me demander à ce que ça revienne et je suis trop chaud. Donc, let's go, faisons ça. Et ensuite, c'est moi qui vous mets à contribution, puisque à partir d'août, j'aimerais remettre en place un autre truc qu'on a fait il y a 2 ans, et qui m'avait beaucoup fait kiffer, beaucoup de travail, mais c'était les lives matinaux, hein, la matinale de Néo. C'était tous les matins en juillet en 2022, et j'aimerais refaire ça en 2024, en août. Voilà, tous les matins, 7h, 10h, je pense, un truc comme ça. Donc moi, j'ai besoin de vous pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez y voir, que ce soit en rediff ou en direct, hein, qu'importe. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ces lives-là? N'hésitez pas, je prends toutes les idées, on a 30 jours à faire, donc autant vous dire qu'on a de quoi faire. On a fini l'introduction, on peut partir au cœur du sujet, au cœur de ces bouquins que j'ai lus ces dernières semaines, et on commence par du Big Two. Il n'y en a pas beaucoup, hein, du Big Two, c'est le seul d'ailleurs, autant se le dire, mais c'est chez DC Comics, donc Urban chez nous, conseillé par notre ami Jules de chez Jules et Nico, c'est le Green Arrow de Jeff Lemire, donc l'intégrale, hein, que j'ai récupéré chez Gilbert Joseph il y a de ça, je sais pas, deux petites semaines, je pense. Donc je l'ai enchaîné directement dans la foulée, on m'a dit tellement de bien dessus. Green Arrow, donc de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. De quoi ça va nous parler? Bon, si tu connais pas Green Arrow, on va suivre Oliver Queen, un milliardaire qui a échoué sur une île, tout le monde le croyait mort. Pendant des années, il est resté sur cette île où il a acquis des skills, un petit peu des compétences, que ce soit à l'arc, au combat, à la survie, etc., qui font que lorsqu'il rentre dans sa ville, il va devenir le justicier connu sous le nom de l'Archer Vert, le Green Arrow. Ça, jusque-là, vous connaissez, entre la série Arrow et Smallville, par exemple. Bref, on a de quoi faire avec ce personnage. Moi, j'avais déjà lu Green Arrow année 1, que j'avais absolument adoré. Dans ce tome-là, on va vraiment revenir sur les origines de Green Arrow. Alors, pas nous montrer les origines, mais vraiment revenir sur ce qui est la mythologie, en fait, de Green Arrow. Tout ce qu'il croyait savoir n'est pas forcément vrai, tout ce que son père lui a dit, tout ce qui s'est passé sur cette île, etc. Bref, tout ce que même le spectateur pensait savoir, tout ça est remis en question pour remodeler un petit peu le passé du Green Arrow et en faire un truc un peu plus profond. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Green Arrow? C'est assez spécial ce que j'ai pensé de cette intégrale. À la fois, je suis complètement d'accord sur tous les points positifs qu'on y trouve. Euh, je trouve que les personnages sont cool à suivre, je trouve que l'action est bonne, je trouve que les dessins de Sorrentino sont exceptionnels. Je trouve que le fait de remanier un peu la mythologie du personnage, c'est cool parce que c'est un personnage qui pourrait tourner en rond. Cette sorte d'ersatz de Romain Desbois. Ça va un peu plus loin que ça, c'est rafraîchissant. Bref, il y a plein de points positifs, franchement. Et c'est là où le bas blesse parce que je pourrais vous dire de foncer parce que vous allez kiffer en fait, vraiment. Et pourtant, vous le sentez hein, depuis tout à l'heure, il y a un mais. Pourtant, j'ai pas adoré en fait. Je me suis retrouvé sur une sorte de plafond de verre. Vous savez, quand vous brisez ce truc-là, vous arrivez dans un truc que vous avez adoré, que vous allez recommander, que vous allez vous souvenir toute votre vie, etc. Moi, j'ai été bloqué à ce plafond. C'est-à-dire que j'ai vu objectivement toutes les qualités, mais pas au point que ça devienne un coup de cœur. Tu vois, j'ai bloqué sur ce truc-là, et c'est là où la vie subjective rentre en compte. Tu vois, objectivement, je pourrais mettre une super note, mais subjectivement, il y a un truc, je sais pas, qui décolle pas, quoi. Il y a un truc qui décolle pas, j'ai pas reconnu le Green Arrow que j'aime bien, je pense que je cherchais autre chose dans le bouquin. En termes de design, alors Andrea Sorrentino, encore une fois, c'est une brute en dessin, c'est un de mes dessinateurs préférés, ça ne bouge pas. Mais, je suis désolé, ce Green Arrow-là, il me donne pas envie de le suivre, quoi. Il est pas badass. Ça, il a pas sa moustache ou sa barbe. Voilà, je suis pas compliqué, hein. Tu me mets la barbe, ça me va très bien. Et je le trouve pas badass, quoi. Vraiment, regarde, on dirait Damian Wayne, quoi. Vraiment, on dirait un Robin.
on dirait qu'il a 15 ans. Eh ben non, il est déjà connu en tant que Green Arrow, il a déjà fait ses preuves dans la Justice League, etc. Ça marche pas en termes de design. Je me suis pas laissé emballer par les persos, ces sidekicks, ils m'ont pas embarqué. Dis-moi, toi, ton avis sur Green Arrow intégral. Je sais que je vais me faire lyncher parce que c'est très très apprécié, mais je crois que, et ça on en reparlera bientôt, je crois qu'il y a une petite fatigue super-héros qui s'installe chez moi dans les comics. J'en lis de moins en moins et je commence à comprendre pourquoi. Un gars qui n'est sûrement pas un super-héros, ça c'est clair, c'est le personnage de Abemus Bastard de la franco-belge. Oui, il y a de la franco-belge, oui, il y a du manga, oui, il y a du comics, il y a de tout dans mes lectures du mois. Abemus Bastard, bah, là aussi, hein, on en avait parlé dans un apéro BD sur la chaîne de Julien Nico, décidément les protagonistes de cette vidéo. Abemus Bastard, donc de Sylvain Vallée et Jackie Schwartzman. Qu'est-ce que ça nous raconte, Abemus Bastard? On va suivre un homme de main, probablement de la mafia, ou en tout cas de ce genre de bail, qui se retrouve à devoir fuir ses anciens employeurs, qui vont forcément être à ses trousses, et il va se réfugier dans une église qui attendait son nouveau prêtre, et il va donc prendre la place du prêtre, avec tout ce que ça engendre. Donc évidemment, on va avoir là un personnage assez irrévérencieux, qui n'a rien à faire ici, qui n'est pas du tout prêtre, qui va communiquer pendant la messe du dimanche des valeurs qui ne sont pas forcément celles du christianisme. Et ça va être comme ça, plein de... un peu de comique de situation en fait. C'est là où je trouve ça fort, c'est que t'es dans un truc qui est drôle, bourré d'action, et tu sais, dans un humour très grinçant. Tu sais, il y a ce truc de... Tu ris, mais en même temps, c'est pas bien de rire de ça, tu vois. Genre vraiment, le gars... et en même temps, tu vois, c'est un faux méchant. En même temps, le gars, tu le kiffes parce que il dit des choses qu'on pense tous, et juste, on ne devrait pas le dire, tu vois. Et Abemus Bastard, c'est un petit coup de cœur. C'est pas un gros coup de cœur, c'est un petit coup de cœur. J'ai beaucoup aimé Abemus Bastard. Je trouve le personnage très attachant. Je trouve la situation assez décalée et assez kiffante aussi. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de background sur le personnage, qu'on apprenne un peu plus à comprendre qui il était avant, pourquoi est-ce qu'il est recherché, etc. Ça reste encore un peu flou. J'aimerais voir la suite aussi, évidemment, parce qu'on est là sur le tome 1, qui s'appelle L'être nécessaire. Donc, j'ai hâte de voir la suite et l'avant. Voilà. Donc, pour l'instant, sur un tome 1, c'est difficile de juger et de dire que ça va être une masterclass absolue. En revanche, ça part très bien pour être une très bonne série, et ça fait du bien. Le seul manga de cette liste, il est écrit par Yuto Suzuki, et ça s'appelle Sakamoto Days. Alors si vous êtes un lecteur de manga, nul doute que vous connaissez déjà ce manga, c'est un titre assez connu de ces dernières années, édité chez Glénat. Sakamoto Days, donc le volume 1, l'assassin légendaire. De quoi ça nous parle? Eh ben, d'un assassin légendaire, du nom de Sakamoto. Voilà, vraiment assassin réputé dans ce monde-là, qui décide un jour de prendre sa retraite et de venir tenir une épicerie. Il va prendre forcément un peu de poids, comme on peut le voir sur la couverture, et va devenir un peu monsieur tout le monde. Jusqu'au jour où il va être retrouvé par notre personnage secondaire, juste ici. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage pour que je vous montre quoi que ce soit. Personnage secondaire qui est télépathe, voilà, ni plus ni moins, et qui va forcément retrouver un peu facilement monsieur Sakamoto. Et c'est le début d'une belle aventure avec les deux personnages. Et ben c'est peut-être la meilleure lecture de la liste, à égalité avec une autre. J'ai beaucoup aimé Sakamoto Days. Alors je les avais depuis longtemps, vraiment, parce que je les ai achetés l'année dernière. En janvier même, il y avait le festival d'Angoulême et il y avait des planches de Sakamoto Days qui étaient exposées dans l'espace manga, et j'avais été subjugué par ça, et je les avais déjà. Voilà, je savais que je les avais déjà et qu'il fallait que je les lise, donc voilà, clairement, c'est chose faite. En tout cas sur ce tome 1, il reste encore... j'ai encore 6 tomes, je crois que je peux lire dans la pile à lire. On a de quoi faire. C'est frais, c'est une sorte de mélange entre John Wick et One Punch Man, tu vois, si tu devais faire ce fameux truc des mélanges que font les éditeurs. Ouais, c'est kiffant, là aussi c'est frais. T'es pas dans le shonen pur et dur parce que Sakamoto, il a pas envie de devenir le plus grand des assassins, il l'est déjà. Il a pas d'aspiration en mode shonen neketsu, tu vois. C'est un peu mieux, c'est plus mature, tu sens que ce que tu lis habituellement. En même temps, il y a énormément d'humour, il y a de l'action. C'est un petit peu gore, mais pas trop. Franchement,
tous les potards sont au top pour faire vraiment de Sakamoto Days une série que je vais kiffer, quoi. Tous les feux sont ouverts, donc je vais continuer de vous en parler, je pense, de Sakamoto Days, parce que c'était très très chouette. On continue, on n'en est même pas à la moitié des bouquins, puisque je vais vous parler de comics sortis tout récemment. Ça s'appelle Parker Girls et c'est édité chez Delcourt. C'est signé Terry Moore au scénario et au dessin. Terry Moore, vous le connaissez sûrement pour Strangers in Paradise. Ça tombe bien, c'est dans le même univers. Strangers in Paradise, ça se passe après Parker Girls. Est-ce qu'il y a besoin de l'avoir lu? Qu'est-ce que je pense de Parker Girls? Eh ben, c'est ce que je vais vous raconter. Strangers in Paradise, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une sorte de triangle amoureux dont un des personnages est une ancienne mafieuse, en tout cas traînée dans un groupe mafieux du nom des Parker Girls, avec comme chef Darcy Parker. J'ai pas lu Strangers in Paradise, donc ce que je vous dis, ça vient direct de Wikipédia, d'accord? Je connais pas les personnages de Strangers in Paradise, par contre, maintenant je connais ceux de Parker Girls. Forcément, Parker Girls, ça va plus s'axer sur le côté polar, sur le côté enquête, puisque une des Parker Girls, Piper, va être retrouvée morte sur une plage, je crois, et à partir de là, il va falloir enquêter sur ce qui s'est passé, et pour ça, on va forcément faire appel à ses collègues, les Parker Girls, des sortes d'espionnes slash femmes de main qui répondent du coup à Darcy Parker. Autant vous dire que Darcy Parker, c'est pas Jerry des Totally Spies, d'accord? T'as pas envie de lui faire un câlin. Et c'est un peu ce qui m'a fait kiffer, c'est que non, c'est pas un truc en mode c'est les gentils qui vont enquêter sur les méchants, etc. Tout le monde est un énorme bâtard là-dedans. Il n'y a pas de personnage auquel tu t'attaches, ce qui pourrait être un peu contraignant, mais pas du tout. Les personnages sont hyper bien ficelés. Les filles, tu les reconnais voilà, en 3 pages, tu sais déjà qui est qui, etc. Parce que c'est pas tant physiquement, mais mentalement, elles sont hyper différentes chacune. Et ça, c'est vraiment pour moi le point fort du coup de Terry Moore, que je connaissais pas avant ça, mais ces personnages sont vraiment. Il y a beaucoup de relief dans les personnages. Et ça, moi, c'est la marque des écrivains que j'aime énormément, comme Brubaker par exemple. C'est assez facilement associable à du Brubaker-Phillips. D'ailleurs, si vous kiffez l'un, je pense que vous kifferez l'autre. C'est en noir et blanc, attention, ça peut être un peu dérangeant aussi. Et donc à la grande question, est-ce qu'il y a besoin d'avoir lu Strangers in Paradise? Oui et non. Non, parce que la preuve, moi j'ai kiffé le récit alors que j'ai pas lu Strangers in Paradise. Donc non, c'est pas nécessaire. Et là vous allez dire, frérot, t'es en train de perdre la boule du coup, pourquoi tu dis oui et non? Je dirais qu'il faut avoir lu Strangers in Paradise pour l'apprécier à 100% le bouquin, pour comprendre les clins d'œil, pour être déjà habitué à certains personnages, pour... tu vois, je trouve que pour prendre toute l'ampleur du récit, il faudrait avoir lu Strangers in Paradise. Ça n'empêche pas de kiffer, comme un bouquin à part, mais je trouve que vraiment là où il prend de la saveur, c'est inclus dans cet univers-là. Du coup, bah, je risque de très bientôt lire Strangers in Paradise, parce que c'était très chouette. Anna et Taru, c'est du franco-belge jeunesse même. Alors là, je sais que je perds beaucoup de personnes sur cette vidéo. Non, restez. Anna et Taru, c'est édité chez le label Combo. On va être dans un village d'ogres, en tout cas, ces personnages-là, qu'on peut avoir sur le dos. Vous voyez, des personnages un peu verts, etc. Disons que c'est des ogres. Voilà. Je ne sais pas quelles sont cette race. On va dire que c'est des ogres. Et ils ont capturé une humaine du nom de Anna. Et c'est la jeune Taru qui est chargée de s'en occuper. Ce village, c'est aussi un village de chasseurs, notamment ils chassent les dieux de la forêt, qui sont des sortes d'énormes bêtes proches du sanglier, ou je sais pas trop comment appeler cette bête-là, une sorte de bête presque préhistorique entre le mammouth et le sanglier, quoi. Et ce sont les dieux de la forêt. Et pourquoi ils les chassent alors qu'avant ils s'entendaient très bien avec eux? C'est que, une fois par an, ces bêtes pètent un câble et décident de raser des villages. Donc forcément, le village n'est pas vraiment content de cette situation et décide d'aller massacrer ces créatures-là. Le changement de situation, le bouleversement, ça va être le jour où on va demander à Taru d'éliminer Anna. Ça y est, c'est terminé. Tu nous élimines cet otage. Et Taru, qui s'est lié en amitié avec Anna, va décider de partir.
partir ensemble dans une belle aventure à travers la forêt luxuriante et qui va forcément les amener à rencontrer les dieux de la forêt et essayer de comprendre ce qui se passe avec eux une fois par an. C'est forcément de la jeunesse, ça va pas beaucoup plus loin que ce que je vous ai raconté, mais il y a de très chouettes valeurs. Voilà, c'est cool. L'acceptation de l'étranger, l'écologie forcément, le bien-être animal. Il y a plein de trucs très cool à mettre dans les mains d'un enfant ou d'un jeune ado. Plein de belles valeurs qui sont transmises de manière très fluide. L'histoire, oui, l'histoire, elle est ultra classique. Voilà, la pression du parent, on décide de s'enfuir. Finalement, on se rend compte que le monde derrière, dehors peut être un peu dangereux, etc., etc. C'est classique. On sent du Disney, on sent du Miyazaki, tous ces trucs qu'on peut facilement finalement lier à ça. Mais c'est fait avec honnêteté, avec justesse. Je pense qu'à mettre dans les mains d'un jeune ado, on ne demande pas beaucoup plus. C'est assez joli, franchement. Euh, moi, je pense que c'est un truc à conseiller. Je ne vous le conseille pas à vous directement. En revanche, si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un d'assez jeune ou quelqu'un qui aime bien les récits jeunesse, tout simplement, je le conseille. Voilà, je le conseille. C'est de Léo Schilling et Moteux. Ça s'appelle Anna et Taru, La folie de la forêt. Je pense que c'est en un seul tome d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une résolution à la fin. Il y a un label combo qui commence à faire assez parler de lui. Allez, juste avant de repartir sur du comics, une petite lampée de café. Toujours succulent. On repart sur du comics, comme je vous l'ai dit. On part chez Delcourt, on part chez Kurt Busiek et le regretté Carlos Pacheco avec le deuxième tome de Arrowsmith. Alors oui, si vous êtes des fidèles de la chaîne, vous vous dites pourquoi est-ce que tu as le deuxième tome entre les mains alors que tu n'avais pas apprécié le premier tome. Eh bien les amis, parce que le deuxième tome, dont le fonctionnement du service presse avait été demandé avant la lecture du tome 1, ou à peu près similaire. En tout cas, ça s'est à peu près chevauché. Euh, et en même temps, bah, j'ai pas boudé mon plaisir de le lire parce que j'aime bien avoir la suite d'un truc que j'avais pas forcément aimé, voir si la vie évolue. Et bon Dieu, ce que j'ai bien fait, parce que la vie a bien évolué. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi ça parle, Aerosmith, déjà, ça veut dire que vous n'avez pas vu la première vidéo où j'en parlais. Ça, c'est inadmissible. Pas du tout, pas du tout. Mais bon, abonne-toi si jamais tu es sûr, au moins tu es sûr de rien rater. Aerosmith, ça se passe dans les années 1910, en tout cas pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, voilà, 1916. Je ne peux pas l'inventer, c'est écrit derrière. On va être dans une uchronie. Comment se serait passée la Première Guerre mondiale si on était dans un monde un peu différent où la magie est acceptée, où les créatures également magiques font part de notre monde. On va suivre le personnage de Fletcher Arrowsmith qui fait partie de l'unité... comment ça s'appelle? L'unité aérienne, unité d'élite aérienne, l'UEA, voilà, l'unité d'élite aérienne. Tout simplement, ce sont ces personnages qui volent avec des petits dragons. Voilà, ils se lient en fait de manière magique avec les petits dragons et comme ça ils peuvent voler. J'avais pas beaucoup apprécié parce que fantasy, parce que guerre, voilà, deux genres. C'est quasiment les deux genres en fait que j'esquive un petit peu dans mes lectures. Surtout les récits de guerre, ça a pour l'instant jamais marché sur moi. Autant la fantasy, il y a parfois des trucs que j'aime bien, autant les récits de guerre, pour l'instant, c'est pas du tout ça. Arrowsmith tome 2, c'est bien mieux que le tome 1 pour moi. Pourquoi? Parce qu'on va pousser un peu plus loin que le truc de la guerre. C'était, en fait, pour ceux qui veulent des récits de guerre, bah, le tome 1 il est parfait. Moi, c'était pas mon cas. Donc là, on va un peu plus du côté fantasy. Le personnage de Fletcher va être recruté pour une mission de secours. Jusque-là, assez classique. Une histoire, en fait, parmi tant d'autres que tu pourrais associer à un personnage, tu vois. Tu sens que c'est pas une histoire qui va faire un virage absolu, qui va être hyper important dans le développement du perso, mais c'est une histoire annexe, quoi. Mais c'est très très bien fait, surtout parce que ça va venir choper vraiment la mythologie et les mythes, surtout les mythes allemands et français, bizarrement, hein, puisqu'on est dans cette zone-là géographiquement parlant. Et c'est trop bien, du coup on va commencer à te parler du roi Arthur, on va te parler de Barberousse, on va parler voilà, plein de personnages mythiques, légendaires. On va avoir Charlemagne qui était un peu impliqué dans la magie, etc. etc. Donc c'est trop bien parce que ça amène un peu plus loin la réflexion du premier, ça pousse plus loin le délire, et du coup moi les bouquins qui s'assument, bah, c'est cool. Voilà. Les dessins de Pacheco, alors beaucoup le voient comme le point fort du bouquin, disent que c'est sublime, etc.
c'est pas forcément mon avis. Voilà, je trouve que ça fait le taf. C'est joli, hein. Mais de là à dire que je trouve ça sublime, bah, ça dépend un peu les planches. Voilà. Sur des planches un peu close-up et tout, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça très joli. Je pense que de toute façon, je vous mettrai des extraits puisque j'ai l'impression qu'on ne voit rien à la caméra. Mais sur des plans un peu plus éloignés, je trouve que c'est un peu plus approximatif. Ça reste très joli. Malheureusement, vous l'avez bien compris du coup avec l'introduction, Aerosmith, ça s'arrête là, a priori, puisque Carlos Pacheco nous a quittés il y a 3 ans, je crois. Et donc, on n'aura pas la suite, ou alors avec un autre dessinateur, mais ça n'a pas l'air d'être dans les cartons pour l'instant. C'est regrettable. Honnêtement, ça se lit déjà comme ça, mais effectivement, il y a un twist à la fin, on aimerait avoir la suite, et c'est un peu déceptif sur ce point-là, malheureusement. Allez, on continue avec une BD franco-belge, encore une fois, de la jeunesse aussi, mais d'une qualité exceptionnelle pour moi, puisque c'est à égalité avec Sakamoto Days, voilà ce que je vous disais, c'est mon deuxième coup de cœur de ce mois-ci. Ça s'appelle Wilderman, Wildman, tome 1, Adam Wilder. Hop, voilà, il faut que je mette un peu comme ça pour que vous voyez précisément de quoi je vous parle. Une BD donc franco-belge jeunesse. De quoi ça nous parle? On va suivre les aventures de Adam Wilder, donc ce personnage que l'on a au centre, qui est un lycante. Pour ceux qui ne connaissent pas, les lycantes, ce sont ces créatures mi-homme, mi-loup, hein, les loups-garous finalement. Et Wilderman, il fait partie de ces créatures-là. Toutes ces créatures, on les appelle les démonios, voilà, dans ce récit-là. Et Adam, il veut juste devenir le chef des démonios, voilà, le roi. Et pour ça, eh ben, il doit se rendre dans un tournoi, voilà, qui a lieu tous les X années pour désigner le nouveau chef. Malheureusement, il va être rattrapé par une sorte, je ne sais pas comment il s'appelle, mais des sortes de croisés qui veulent juste dézinguer, voilà, des sortes de templiers, vous voyez, avec ce symbole, qui veulent dézinguer les êtres comme lui. Et il va se retrouver à fuir et à trouver refuge dans une petite cabane hein, qu'on a sur la couverture. Petite cabane qui est tenue par Yaya Yaga, une petite vieille qui est en train de roupiller. Donc ça tombe bien, puisque Adam, sous sa forme de loup, a une faim de loup. T'as vu et décide de tout dévorer, y compris une énorme pomme d'or. Oui, mais pas n'importe quelle pomme d'or. Yaya Yaga en avait besoin puisque c'est une sorcière. Et à partir de là, c'est le début des emmerdes. Forcément, il va devoir partir à l'aventure avec un petit golem du nom de Électrolyte, qui est encore une fois sur la couverture. C'est notre petit personnage féminin, la petite fille. Électrolyte, un golem d'électricité. Absolument trop chou. Ils vont partir ensemble en quête d'une nouvelle pomme d'or avec un délai à respecter. C'est juste génial. C'est à la fois trop chou, c'est superbement dessiné. La mise en scène est cool. Le côté quête, il est très rectiligne, tu vois. Vraiment, tu as des péripéties, les unes à la suite des autres, etc. C'est super chouette. Mais là, pour le coup, pour tous les âges. Je trouve vraiment que il y a des petites références, etc., à droite à gauche, que ce soit des contes pour enfants, que ce soit des BD franco-belges, etc. Il y a plein de petites références et c'est juste trop chouette. C'est une des meilleures BD jeunesse que j'ai lues, franchement. J'ai trop hâte de la suite parce que je trouve que ça peut vraiment être un gros coup de cœur. Alors ça se lit assez rapidement, c'est pas beaucoup de pages, mais là aussi, je pense que pour les parents, c'est parfait. Prenez-vous ce Wilderman, et juste vous faites un plaisir à vous, vous le lisez, et en même temps, vous le proposez à vos enfants. Parfait. Allez, on continue encore 2 récits avec du Power Rangers Sins of the Future. Pardon, mais je trouve qu'il manque vraiment de lumière. J'ai l'impression que vous ne voyez rien à ce que je vous montre. J'espère que si. Donc Power Rangers Sins of the Future de Matthew Herman, Giuseppe Cafaro et Francesco Segala. Sins of the Future, qu'est-ce que c'est? C'est un récit complet, Power Rangers, voilà, qui va se passer dans l'arc de la Time Force. La Time Force, c'est Power Rangers, comme vous avez Power Rangers Rose, qui est une des séries les plus connues et surtout les plus réputées de Power Rangers, avec des Rangers qui voyagent dans le temps, etc.
qui était très chouette. Mais j'ai très peu de souvenirs, parce que c'était début 2000, je pense, donc j'étais assez jeune. Qu'est-ce qui se passe? Bah là, c'est un récit qui va se dérouler après les événements de la série. Voilà. Donc, quand on a battu le méchant, et tutti quanti, et on va suivre en fait l'histoire d'amour entre ces deux personnages, l'une qui vient du futur, dans la Time Force, et puis l'un du présent. Et comment leur histoire d'amour va être possible ou non dans cette ligne temporelle un peu compliquée. Et évidemment que non, ça va être beaucoup plus compliqué que ça, parce que ils vont se mettre à dérégler la timeline, et forcément, ça va foutre le bordel. Voilà. Un récit assez cool, mais franchement difficile à lire si vous ne savez pas du tout de quoi parlent les Power Rangers, si vous avez rarement lu du Power Rangers, si vous n'avez pas vu la série Time Force. Voilà, moi j'ai dû refaire des petites recherches, mais ça c'est cool. C'est ce que je kiffe avec les Power Rangers pour l'instant, c'est que les petites recherches, ça me plonge vraiment dans la nostalgie. C'est pas des recherches en mode je ne connais pas, c'est des recherches en mode je réactive des souvenirs, et ça c'est vraiment kiffant. Mais j'ai l'impression d'être un public très ciblé pour kiffer ça. C'est pas forcément le récit que je vous propose des Power Rangers. Je vous conseille évidemment d'aller beaucoup plus sur les Go-Go Power Rangers, qui sont vraiment les origines de la première des Mighty Morphin, ou également sur les Unlimited Power Rangers, moi qui est ma série préférée, qui vient chevaucher en fait la première série. Mais forcément, ça c'est un peu plus fait pour les néophytes, et ça, pour les gens qui, voilà, qui juste avaient kiffé la série, qui veulent pousser un peu plus loin le délire, c'est assez bon dans l'ensemble, franchement. Si jamais c'est votre cam, c'est assez bon. Moi, j'aime bien les dessins. Je trouve qu'il y a un vrai côté presque animé. En tout cas, je trouve que c'est un trait qui est très italien. Tu vois, maintenant, je commence à l'identifier à pas mal de dessinateurs italiens. Donc ça, je peux vous le conseiller, encore une fois, si vous êtes dans le profil type. Par contre, et là on va aller sur le dernier récit, que j'ai beaucoup aimé, c'est le Power Rangers Soul of the Dragon. Là, pour le coup, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir vu une série Power Rangers en particulier. Un peu comme pour Parker Girls, si vous avez vu tout Power Rangers, alors c'est la récompense ultime, déjà. Si vous n'avez pas vu Power Rangers, ça va vous faire une sorte de fresque chronologique de Power Rangers, et ça c'est chouette. Je crois que je dis beaucoup chouette dans cette vidéo. Power Rangers Soul of the Dragon, de quoi ça nous parle? Donc déjà, c'est de Kyle Higgins, voilà, mine de rien, il est de retour ici. Giuseppe Cafaro, comme sur le récit précédent, et Marcello Costa, avec la participation de Jason David Frank, et c'est ce qui va être, pour moi, le gros point fort de ce bouquin, c'est l'amour du personnage qu'on a juste ici, le personnage de Tommy Oliver, évidemment. Tommy Oliver, c'était le Ranger vert dans la première série Mighty Morphin, rappelez-vous. On le recroise dans la série Unlimited, un peu le personnage principal. Et c'est le personnage principal en fait de Power Rangers. Il est revenu beaucoup de fois dans la série. À chaque fois, il a eu des costumes un peu différents, des rôles un peu différents. Vous voyez, il a été Ranger blanc, Ranger rouge, Ranger noir. Il a eu plein de rôles assez décisifs à chaque fois. Mais il a décidé de prendre sa retraite, puisque il a un fils et une femme, et il veut tout simplement être en sécurité avec eux, jusqu'au jour où son fils va disparaître. Et là, ça passe en mode Taken. Il va renfiler le costume une dernière fois chacun, puisque à chaque fois qu'il va morpher dans un de ses costumes, utiliser les pouvoirs une dernière fois, eh bien, le morpheur va se briser et il ne pourra plus jamais utiliser ces pouvoirs-là. Donc c'est vraiment le barreau d'honneur. À chaque personnage utilisé, à chaque costume, eh bien, il ne pourra plus jamais le faire. Et je trouve ça hyper touchant. Évidemment, le décès de l'acteur, donc Jason David Frank, qui participe au récit, c'est forcément... ça rajoute quelque chose dans ce côté dernière aventure, dernière transmutation, etc. Ça rajoute quelque chose, une vraie sincérité. Tu sens que Kyle Higgins, il adore les Power Rangers. Tu sens que Jason David Frank aussi. C'est juste bourré d'amour, vraiment, pour le personnage. Moi, j'ai adoré ça. C'est un des meilleurs récits Power Rangers que j'ai lu. J'en ai pas lu tant que ça. Mais ouais, c'est beau, c'est bien fait. Et c'est fait avec sincérité. Et c'est tout ce que j'aime. Donc ça, je peux vous le conseiller, qu'importe si vous êtes lecteur ou non des Power Rangers, c'est vraiment très cool. Je pense que ça aurait été une longue vidéo qu'on vient de passer ensemble. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas
le pouce bleu, l'abonnement, bref, vous connaissez. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, rappelez-vous, posez-moi une question si vous en avez une. Sinon, il n'y a pas de souci, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.